Alors, c'est Pierre-Yves Collombat. Nous poursuivons. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, désolé, mais Monsieur le Ministre, chers collègues, bon, tout ayant été dit, ou presque, à cette heure avancée, je tenterai seulement d'en dégager l'essentiel à partir de trois questions qui sont liées, certes, mais distinctes. Première question, faut-il modifier les bases de l'impôt économique territorial? Deuxième question, faut-il réduire et à la limite supprimer cet impôt? Et troisième question, fallait-il redistribuer les impôts locaux entre collectivités? Sur le premier point, je crois que le consensus était possible. La durée de vie d'une taxe professionnelle reposant sur deux pieds de longueur très inégale, valeur locative des immobilisations et investissements, plus une béquille de dotation d'État représentant près du tiers du produit, cette durée de vie ne pouvait qu'être limitée. Le rapport Fouquet avait fourni les grandes lignes de cette réforme, un impôt assis sur une double assiette, le foncier bâti et la valeur ajoutée, sans liaison des taux. Et sur ce point, le projet reprend une partie des préconisations du rapport Fouquet. Et si il s'en était tenu là, eh bien, je crois que nous aurions plus à débattre que de détails, des détails importants, certes, mais des détails. Malheureusement, l'objectif du gouvernement n'était pas de réformer la taxe professionnelle, mais de la supprimer, conformément à la promesse électorale du candidat Nicolas Sarkozy. La suppression pure et simple, posant quelques problèmes budgétaires, ont dû se contenter de la réduire de 9 milliards d'euros, soit, compte tenu de l'augmentation prévisible de l'impôt sur les sociétés et de la création de l'IFER, je gêne peut-être. Hein. Ah d'accord. Non, parce que si je m'arrête un peu, parce que je ne veux pas quand même perturber la réunion que vous tenez. Donc, en tenant compte du bonus sur l'IS et de la création de l'IFER, disons que ça représente une ristourne de 4 milliards à 4,5 milliards d'euros pour les entreprises. Alors, dans la version pour enfants qui nous est habituellement servie, il s'agit de doper la compétitivité de nos entreprises. Personne, évidemment, n'y croit, pas même les chefs d'entreprise, hors bien sûr de leurs meetings syndicaux ou à la tribune du Sénat, mais impossible d'échapper au moulin à prière tournant pour la disparition de l'impôt stupide. Nous en avons encore eu quelques démonstrations tout à l'heure. Alors que nous savons tous, ça a été rappelé, que le taux de TP arrive en queue de liste dans les décisions d'implantation des chefs d'entreprise, ce que rappelle encore un rapport récent du Conseil des prélèvements obligatoires, je vous dispense de la citation, croyez-moi sur parole. Alors que la baisse de la taxe professionnelle n'affectera que marginalement les entreprises les plus soumises à la concurrence internationale. En 2008, 95 500 entreprises françaises seulement ont été exportatrices. 95 500, soit 3,2% des entreprises payant la taxe professionnelle. Ces exportations ont représenté 410 milliards d'euros, soit presque 100 fois plus que la baisse de taxe professionnelle dont bénéficiera la totalité des entreprises. Alors, réduire la contribution économique de toutes les entreprises pour améliorer à la marge la compétitivité de 3,2% d'entre elles, on se prend quand même à douter de la pertinence de la méthode. L'observation de l'évolution de l'indice des prix industriels sortis d'usine à l'exportation ne montre pas non plus une particulière sensibilité à ces prix, aux baisses de taxes professionnelles, que ce soit la suppression progressive de la part salaire entre 1999 et 2002 ou le plafonnement à 3,5% de la valeur ajoutée à partir de 2007. Je tiens les graphiques à votre disposition.
Mais selon l'étude d'impact qui est annexée au projet, la réforme cible les secteurs économiquement exposés à la concurrence économique internationale. La minoration de 15% des valeurs locatives foncières des établissements industriels bénéficie par nature au secteur industriel, tandis que le passage d'une assiette constituée des EBM à une assiette de valeur ajoutée est favorable à l'investissement. Et elle poursuit cette étude. À l'inverse, la proposition de maintien de l'assiette des bénéfices non commerciaux, qui ne sont pas soumis à la concurrence internationale, procède de la même volonté de cibler les effets de la réforme sur les secteurs exposés. C'est du pur verbiage. Si l'on en croit toujours le Conseil des prélèvements obligatoires, la valeur ajoutée particulièrement élevée dans le secteur industriel, qui est le plus affecté par la concurrence internationale, ne permettrait pas d'alléger les coûts de production. Il est d'ailleurs assez amusant de constater, à la lecture du tableau de l'étude d'impact, que malgré la minoration des bases, ce n'est pas le secteur industriel qui bénéficie le plus de la baisse de l'impôt économique, mais ceux de la construction, de l'agriculture, des services aux particuliers, pas spécialement exposés à la concurrence internationale. Quant aux bénéfices non commerciaux, on se demande ce que ça vient faire là-dedans. La compétitivité internationale n'est qu'un cache-misère invoqué pour faire payer les promesses électorales du candidat Nicolas Sarkozy par les collectivités locales, en diminuant le poids de l'impôt économique, comme on l'a vu, et en corsetant l'autonomie fiscale des collectivités par l'étatisation des taux de l'essentiel de la contribution économique, la cotisation complémentaire, par l'augmentation de la part des dotations et des impôts sous maîtrise étatique dans les recettes des collectivités, par le rétablissement de la liaison des taux entre impôts ménages et contribution économique, par le transfert à terme sur les ménages de l'ajustement budgétaire des collectivités. Plus encore que la recherche d'une spécialisation des impôts par collectivité, type même de la fausse bonne idée, la complexe plomberie de redistribution de l'impôt local qui nous est proposée, avec ses vases d'expansion, ses siphons, sa tuyauterie, ses bipasses, trouve là son origine. C'est parce qu'il manque 9 milliards d'euros de taxes professionnelles et qu'il fallait ôter aux irresponsables locaux la possibilité d'augmenter la contribution économique des entreprises au développement du territoire que cette redistribution alambiquée s'imposait. Alors, mes chers collègues, je salue votre ingéniosité, monsieur le rapporteur, mais que reste-t-il à discuter dès lors que vous avez accepté l'essentiel, la baisse de la contribution économique? Et que reste-t-il à revoir? Le pourcentage de cotisations complémentaires affectées à chaque type de collectivité? Le mode de redistribution de la cotisation complémentaire, macro ou micro pour jargonner, et le rapporteur nous a donné quelques pistes là-dessus. Même ce débat qui aurait pu être celui de la péréquation, absente d'ailleurs du projet, faute de recettes suffisantes, même ce débat-là n'a plus de sens. Car que vous le vouliez ou non, puisqu'il manque de la recette, il n'y aura plus rien à répartir. Et l'emportera le principe selon lequel il faudra qu'après la réforme, les collectivités aient au moins les mêmes recettes qu'avant. Et puis, évidemment, on nous proposera toute une collection de rustines dont déjà nous avons eu un avant-goût. L'essentiel manquant, ces questions perdent l'essentiel de leur intérêt. Un sénateur de la majorité qui se reconnaîtra me résumait, il n'y a pas si longtemps que ça, la situation par cette formule: ils vont réussir l'exploit de nous faire battre devant un râtelier vide. Impossible de dire mieux, alors je m'arrête. Merci Pierre-Yves Collombat.